vous avez fait tout votre parcours dans l'enseignement. Cette dyslexie, je ne sais pas pourquoi ou comment c'est déclenché, mais en fait, on écrit à l'envers. Depuis que j'enseigne comme ça, j'aime le français. Le français avant, pour moi, c'était une panique. Bienvenue dans Haut en couleur, le podcast de Motif qui accueille des personnes enseignantes, chercheuses, spécialistes ou en formation. Avec nos invités, nous aborderons des thématiques variées en lien avec l'enseignement. De la linguistique à la pédagogie, de l'accueil des migrants à l'économie, des arts à la psychologie. Nous construisons avec vous, chers auditeurs et auditrices, chers invités, un panorama des connaissances actuelles. Alors, Dominique, je vous présente d'abord. Vous avez fait tout votre parcours dans l'enseignement, vous avez fait des études, ensuite vous avez enseigné. À part votre congé parental, vous avez 4 enfants, comme d'ailleurs mon collègue. Voilà. Vous avez... oui. Vous avez été inspectrice de l'enseignement primaire. Vous êtes aussi devenue formatrice des enseignantes. On vous connaît depuis 2016 parce qu'on collabore autour du projet Phonocolor. Et surtout, vous avez beaucoup enseigné aux enfants dans les classes d'accueil, c'est-à-dire aux enfants allophones qui ne parlent pas français parce qu'ils viennent d'arriver en Suisse, ou avec des enfants qui ont beaucoup de difficultés. Voilà, des troubles aussi, probablement. D'où vient ma première question ? Je sais que vous êtes dyslexique et en même temps enseignante du français. Et pour moi, ce n'est pas la première fois que j'entends cette constellation. Pour moi, ça veut dire qu'au début, quand vous avez probablement appris à lire et écrire, c'était difficile. Et j'imagine que vous avez compris quelque chose qui a fait que vous avez quand même décidé de rester dans le domaine et puis même enseigner parce que probablement vous vous êtes sentie suffisamment forte pour guider les autres enfants qui ont peut-être les mêmes problèmes. Oui. Alors, en fait, cette dyslexie que j'ai n'était pas reconnue quand j'étais enfant. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et quand on a effectivement reconnu et affiché que j'avais de la dyslexie, j'étais déjà enseignante depuis bien longtemps. Ah, ok. Donc, c'est pas ça qui m'a fait aller dans l'enseignement. En tout cas, pas de manière directe. Peut-être inconsciemment, c'est très, très possible. Par contre, le fait que j'ai eu ces problèmes-là, que j'ai dans ma famille, parce qu'évidemment, c'est aussi quelque chose qui est héréditaire. Donc, j'ai sur mes 4 enfants, 2 en tout cas qui ont cette même problématique. Et je crois que surtout, ça me donne la force de comprendre mieux que beaucoup cette problématique. Et quand on m'a eu des fois demandé « mais pourquoi tu es devenue enseignante ?» Eh bien, je pense que c'est parce que j'ai envie de plus que jamais d'expliquer aux enfants et je comprends mieux que beaucoup cette problématique-là. Et c'était quoi tes difficultés pendant l'apprentissage de la lecture-écriture ? Parce que oui, on ne savait pas dire que c'est la dyslexie, mais les difficultés sont là. Oui, on nommait pas ça. On disait non mais concentre-toi, non mais c'est pas vrai, tu fais exprès, c'est pas possible, t'as encore pas compris, et comment quoi ? Comment tu le vivais ? C'était quoi exactement ? Est-ce que Mal. tu as des souvenirs ? Oui. Qu'est-ce qui te posait concrètement la difficulté ? Alors, quelque chose que j'ai encore aujourd'hui, où je dois probablement me concentrer beaucoup plus que d'autres pour pas faire... Justement, on a en fait cette dyslexie, je ne sais pas pourquoi ou comment c'est déclenché, mais en fait, on écrit à l'envers. Ou même les chiffres, par exemple. Les chiffres, je vois 64, j'aurais tendance à écrire 46. C'est vraiment... d'ailleurs, quelqu'un qui a ces problématiques dans la lecture, on l'a très, très souvent dans les chiffres. Et moi, souvent, quand je travaille avec les enfants en français, je vais aussi regarder un petit peu comment ils se débrouillent dans la numération, parce que ça se voit. C'est la même problématique. Et simplement, ça demande une grande concentration. C'est pas pour rien que ces enfants qui ont ces problématiques-là, on leur donne plus de temps, on est plus attentif. Plutôt que de dire non, c'est pas bon, c'est pas bien, on leur donne plus de temps parce qu'on sait qu'ils ont besoin de plus de temps, de plus de concentration, de relecture.
beaucoup des enfants que j'ai en aide, en fait, je leur redis, je sais pas combien de fois, relis. Et relis comme si tu étais extérieur à ce que tu as fait. C'est pas toi qui as écrit. Toi, tu sais que tu as écrit ça. Non, toi, tu es la maîtresse qui relit l'erreur. Et donc, cherche l'erreur. Fais comme si tu étais une maîtresse et lis vraiment ce que tu as écrit et non pas ce que tu crois que tu as écrit. Et ça, c'est vraiment... Voilà. Oui, d'accord. C'est vraiment une astuce qui fonctionne bien avec les enfants ? Oui. Quand on est souvent là pour leur le dire, mais c'est vrai que pendant qu'ils sont des fois en évaluation ou comme ça, ils oublient ça. Et puis quand ils reçoivent leurs évaluations, ils se rendent compte que voilà, mais j'ai pas lu et j'ai pas refait. Et voilà, mon erreur. Mais pourtant, je le savais. Et toi, quand tu étais enfant et tu avais ces difficultés, qu'est-ce qui t'a aidé ? Parce que visiblement, comme les personnes autour de toi, les enseignantes ne comprenaient pas ce trouble, c'était probablement pas elle qui te le disait. Qu'est-ce qui a fait que personne ne m'a aidé. Et comment ça se fait ? À quel moment se fait ce changement ? À quel moment tu as réussi à le faire toi-même, visiblement, au la point prise de conscience. C'est pour ça que plus vite on en prend conscience, plus vite on peut faire quelque chose. Bien non, moi, pendant toute mon enfance, on me disait que j'étais... le mot est un peu fort, mais on me disait que j'étais bête. En fait, je me croyais bête. On me disait, non, mais c'est pas possible, t'es idiote ou bien tu fais exprès. Et non, tu fais vraiment pas exprès. Et c'est surtout ça, on fait pas exprès. Et la difficulté, elle est... Mais plus tôt on en prend conscience, plus tôt on le sait, plus tôt on peut faire quelque chose. C'est pour ça que c'est important pour les enfants de le savoir. C'est pas leur mettre un défaut en place. Faut pas leur mettre, oui, t'as ça. Mais c'est une différence. Parce que très souvent, ces enfants souvent, ils sont pas idiots. Ils sont loin d'être idiots. Parce que l'esprit va 10 fois plus vite. Et puis, non, ralentit. Mais en fait, ça va très vite. C'est pas du tout des gens bêtes. Bien au contraire. Et tes enfants, les deux qui sont dyslexiques, ils ont quoi comme symptômes ? Est-ce que c'est le même ou c'est quoi comme difficulté ? Et comment tu as fait en tant que parent pour les accompagner ? En plus, parent averti. Alors, c'est justement par les difficultés de ma toute dernière, en fait, qu'on est rentré dedans. Parce qu'en fait, c'est surtout la dernière que c'est devenu très très fort. Et c'est en se rendant compte qu'elle avait ces difficultés-là, parce que tout de suite, quand elle apprenait à lire, je voyais bien que ça crochait, qui marchait pas bien. Elle lisait pas. En fait, elle inventait les trucs. Elle me disait, mais la maîtresse, elle fait comme ça. Tu vois, la maîtresse, elle lit. Puis je dis, non, mais la maîtresse, elle regarde les lettres, et les lettres, elle lui parle. Non, elle fait pas du tout comme ça. C'est là que j'ai vu. Et c'est à ce moment-là qu'on est rentré dedans et qu'on a compris, que j'ai compris, parce qu'en fait, son pédiatre, c'était étonnamment un ami d'école. J'ai passé ma matu avec son pédiatre. Et puis, c'est lui qui m'a dit, non, mais tu sais, ce qu'elle a, c'est ton problème à toi. Je me dis, c'est ça comment ? J'ai un problème. Alors voilà, c'est là que j'ai fait les recherches. Et que oui, Mais moi, en tant qu'enfant, il n'y avait rien du tout. On ne nous aidait pas du tout. On était plutôt au fond de la classe comme les mauvais que de nous aider. Ouais, c'était associé à... Alors aujourd'hui, vraiment, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on dit les enfants, il y en a plus. Mais je ne sais pas s'il y en a plus. Je n'en suis pas certaine qu'il y en ait plus. Moi non plus. Tout à fait. Simplement, on y est attentif. Voilà, je pense. Voilà. Ouais, je pense. Parce que moi, je sais que mon père avait aussi cette problématique-là. Très, très certainement. Enfin, on en est certain. Voilà, des fois, il oubliait certaines choses, un peu à son âme, mais voilà, on sait qu'il avait cette même problématique. Est-ce que tu as des conseils, des astuces à donner aux parents qui ont les mêmes problèmes ou qu'est-ce qu'ils devraient observer s'ils ne sont pas sûrs ? Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, ce qui peut aussi créer des angoisses et les envies de parents de comprendre que ce n'est pas le cas. Mais si ça se confirme, quelles attitudes ou peut-être des conseils, astuces ? Alors, vous dites un mot qui est très important, c'est angoisse, où je pense qu'il ne faut surtout pas angoisser. D'abord, je pense que pour la lecture, ça c'est un conseil que je donne mais à tous les parents, vraiment je pense que c'est très important de lire à l'enfant. De lire depuis tout petit et que quand il commence à lire, de continuer à lire pour lui.
Et pas arrêter de lire parce que l'enfant, il sait lire. Ou bien dire, prends un livre et lis tout seul. Alors, on peut effectivement faire ça. Et puis, partager aussi la lecture. Un petit bout tu lis et un petit bout c'est moi lis. Mais jamais, je trouve, obliger un enfant en tant que parent. Jamais obliger l'enfant à lire et le mettre devant ses difficultés. Moi, j'ai envie de dire, laissez aux professionnels faire ça. Okay. Laissez l'école faire ça. Et vous, n'angoissez pas. C'est comme la marche. S'il y en a qui marchent à 10 mois, à 11 mois, à 12 mois, il y en a aussi qui marchent à 14. Ouais. Et une histoire de lecture, c'est pareil. Un jour, ils vont lire. C'est sûr que ça va venir. Plus ou moins rapidement, mais de toute façon, ça va venir. Et c'est pas en angoissant et en paniquant et en se disant mais ça va pas venir, etc. Et surtout pas angoisser l'enfant. Moi je dirais rester sur le côté plaisir. Sur le côté plaisir de la lecture, parce que si on les bloque, ils vont plus lire. Ma fille, par exemple, elle a mis longtemps avant d'avoir envie de lire. Et donc, si en tant que parent dyslexique, d'enfant dyslexique, tu conseilles aux parents plutôt de lire avec l'enfant et puis de ne pas insister sur les problématiques que l'enfant rencontre, mais simplement de vraiment prendre le temps. Est-ce que à la maison, toi, tu verrais simplement des petits exercices ou des choses que les parents pourraient faire pour aider sans remplacer un logopédiste, une enseignante, mais simplement de pouvoir accompagner son enfant, toi qui as vécu un peu cette situation. Leur mettre de plus en plus, mettre des livres à disposition, des livres, mettre des livres audio aussi. D'ailleurs, pour les enseignantes, je trouve que c'est pareil, de mettre des livres audio, des enregistrements. Ça, je trouve, c'est surtout dans les classes, mais dans la maison, je pense qu'on peut aussi faire. Et puis, les inciter dans la maison aussi de lire une petite recette ou de lire, envoyer des cartes. Par exemple, si un grand-parent envoie une petite carte ou que l'enfant il a l'occasion de lire des trucs. Et de toute façon, au bout d'un moment, quand il commence à lire, je pense qu'on a tous eu ce moment magique où l'enfant, on s'arrête à un stop, il fait stop. Il sait lire. Et ça, c'est juste génial. On se dit, ça y est, il a la lecture. Et il sait déjà lire. Et il dit stop, c'est qu'il sait lire. Et c'est reconnaître toutes ces petites choses-là et les valoriser, plutôt que dire, non, mais c'est pas possible. Allez, tu dois faire tes devoirs, lis-moi ce machin. S'il lit pas, c'est pas le rôle du parent. Le parent, il a un côté justement de se réjouir qu'il ait écrit stop, d'avoir ce côté positif et de ce côté émotionnel du parent, mais pas insister sur le fait qu'il doit absolument lire. Est-ce que ça veut dire que quand ta fille avait de grosses difficultés, t'es vraiment resté dans le rôle du parent? Et même si toi-même, tu sais enseigner la lecture-écriture et tu as même travaillé avec les enfants qui ont des difficultés, avec ta fille, tu es vraiment resté dans le parent qui lit, tu faisais pas d'exercice ou bien quand même? Non, en fait, avec elle, je pouvais pas. Elle voulait pas. C'était juste ça, elle voulait pas. Et moi, j'ai compris. Et d'ailleurs, elle avait une maîtresse qui était très compréhensible et qui m'a... Je savais pas encore à cette époque-là. J'avais encore pas compris. Ça a mis un moment avant que je comprenne. Non, elle faisait pas les devoirs avec moi, ça servait à rien parce que ça marchait pas. Donc c'est pas avec mes enfants, j'ai pas joué à la maîtresse. Ils voulaient pas déjà. Tant mieux peut-être justement. peut-être. Ouais. Et pour les enseignantes, est-ce que tu as des conseils à donner quand elles sont avec ces situations, quoi faire? Parce que le parent, il peut rester vraiment dans le rôle du parent qui soutient, qui accompagne, et en tant que maîtresse. Alors, en tant qu'enseignante ou enseignant, moi je conseille, comme je l'ai dit, de mettre d'abord dans la classe beaucoup d'écrits, de mettre un maximum d'écrits dans la classe. Tout ce qu'on explique, tout ce que font beaucoup de maîtresses, je pense que c'est très très important d'avoir de l'écrit tout autour de la classe, des petites choses aussi, des grosses, des règles de grammaire, etc., mais des images, des écrits, d'avoir tout ça. Je pense que les livres audio aussi, c'est quelque chose d'important. On a des livres audio, ça c'est très très important, de manière à ce que l'enfant puisse entendre et lire en même temps. Et ça, je trouve que c'est très 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 important pour eux. Et moi, je conseille évidemment
en tout cas pour les personnes, pour les enseignantes qui sont en aide, les spécialisées pour des enfants qui ont des difficultés, je trouve que les outils phonocolores, les outils de couleur, enfin de cette fameuse outil dont je pense que je ne sais pas si on va en parler, mais pour moi ils sont magnifiques. Et vraiment, je pense que ça vaut la peine de se pencher là-dessus, parce que ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Raconte ce que ça a changé pour toi, tu es une grande experte de phonocolore. Raconte ce que ça a amené j'ai tout d'un coup adoré le français. Ah oui. Ouais. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup. Depuis que j'enseigne comme ça, j'aime le français. Le français avant, pour moi, c'était une panique. Pour moi, c'était le dictionnaire, c'était un gros machin qui me semblait horrible. Et depuis que j'ai que j'ai beaucoup travaillé avec mes élèves, en fait, c'est une approche de la langue, une approche de l'orthographe qui est magnifique, une approche aussi des sons avec les couleurs qui est juste extraordinaire. Et moi, vraiment, tout ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, même au niveau de la grammaire, de la construction de la phrase, le fait qu'on puisse dire et prononcer les choses, des mots différemment, parce qu'il y a les liaisons, et que ça existe, et que oui, c'est ça aussi la langue. Parce qu'en fait, quand on est étranger et qu'on entend toutes ces liaisons, c'est extrêmement difficile. Et en fait, quand on les voit simplement, quand on les a mis en couleur et qu'on les voit, c'est magnifique. Au niveau de la conjugaison aussi, je trouve que ça aide énormément. Et vraiment, moi, et je crois que j'arrive à faire passer ça à mes élèves. J'ai l'impression que depuis que je travaille avec ça, même aussi quand je travaille en appui, parce que je n'ai pas toujours travaillé seulement dans les non-francophones, mais quand je travaillais avec l'appui, eh bien, les enfants, ils avaient du plaisir. J'avais l'impression que c'était... Voilà, qu'ils étaient pénétrés par ces couleurs et que, en fait, ça glissait chez eux de manière magnifique. Donc, voilà, oui, moi, ça m'a beaucoup aidée et pour moi, c'est important. On a discuté tout à l'heure, avant d'enregistrer, sur la question de quelle est la part de l'outil et la part de l'enseignante. Oui, c'est vrai. Comment c'était... comment cet outil t'a aidé à adorer le français, concrètement? Alors, je crois aussi que cet outil, il correspond bien à mon caractère. Ok. Déjà, moi, j'adore la couleur. Donc, moi, je trouve ça très, très beau. Donc, voilà, je suis toujours en couleur. Et ma vie est très colorée. Le côté aussi extrêmement actif me permet aussi, avec ces outils-là, on peut permettre aux enfants d'être beaucoup plus actifs. J'ai l'impression aussi qu'on danse avec le pointeur sur nos... Et vraiment, voilà, pour ça, j'aime beaucoup. Ouais, je crois. Je ne sais pas si je me suis égarée là dans ce que tu me demandes. Non, c'est justement, c'est justement ça qui est intéressant. Oui, alors pourquoi oui, effectivement, ça répond à ma façon d'être, c'est que en fait aussi c'est un outil et pas une méthode parce qu'on peut aller dans un sens ou dans un autre. Moi, j'aime suivre l'élève avec l'enfant, soit les non-francophones qui arrivent, qui ont un certain niveau. Et en fait, on les prend là où ils en sont et on doit essayer de les mener le plus loin possible pour qu'ils rejoignent effectivement le niveau de leur classe. Ou bien, voilà, on peut vraiment prendre l'enfant là où il en est et le tirer le maximum. Et ça va bien avec ma façon d'être. Ça veut dire que moi, j'essaye de... Quand j'ai des enfants j'ai une douzaine d'enfants en face de moi, je vois très vite celui qui ne me regarde pas ou qui n'est pas attentif et hop, je vais le chercher. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui reste... Là, je suis assise, mais dans ma classe, je ne suis jamais assise et je bouge et je vais le chercher. Et eux aussi, ils bougent tout le temps. On parle beaucoup. On est très actifs. Et ça, c'est quelque chose qui me... Je pense que c'est aussi quelque chose qui me correspond bien. C'est pour ça que c'est des outils qui vont bien avec ma manière d'être. C'est pour ça que ça a bien répondu. Oui, donc toi, tu es assez active et engagée, et puis tu engages les enfants aussi dans les activités de classe.
On pense souvent que les enseignantes sont pas timides parce que justement elles ont l'habitude de communiquer avec les personnes, d'apprendre, d'enseigner, voilà, de parler. Et c'est pas toujours le cas parce qu'on peut avoir l'habitude d'être avec sa classe et être timide quand même. Est-ce que tu as aussi connu ça ou tu as toujours été tu te lançais facilement? Est-ce qu'au début, tu étais quand même timide? Je crois pas. C'est pas quelque chose Moi, qui a pas. changé. Non, Mhm. moi je crois pas. Non. Et les enfants? Parce que les enfants, forcément, surtout les petits, il y a ces moments de timidité. Comment tu travailles avec? Alors, ça c'est vrai qu'il y a certains enfants qui partent beaucoup plus dans la méthode et qui vont, enfin dans l'outil, qui vont beaucoup plus rentrer et d'autres on doit aller les chercher. Mhm. J'utilise aussi les autres enfants pour aller chercher les élèves. Ok. Donc avec ça, vraiment on est tous ensemble et on va chercher l'autre enfant. Et il y a peu d'enfants qui restent vraiment en arrière. Mhm. Parce que quelque part, ils sont un peu obligés d'aller. Ouais. Et en appuyant sur un son comme ça, et on prend l'habitude de le dire. Donc chaque fois qu'ils pointent un son, ils le disent. Et ça fait partie de l'outil de dire... et donc, j'ai envie de dire que les enfants un peu timides, un peu réticents, ils sont presque obligés de quitter ce côté-là. Ça profite, il y a une dynamique de classe qui se crée et puis les autres, les enfants plus timides, ils se sentent inscrits dans cette dynamique et puis ils s'investissent plus facilement parce que justement c'est un outil collectif. Exactement. Donc du coup, ces enfants travaillent leur timidité parce que régulièrement en classe, ils ont l'habitude de s'exprimer aussi devant les autres. Oui, je pense que oui. Je le demande aussi parce que comme je travaille avec les adultes, la question se pose aussi souvent. Bien sûr, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on travaille énormément. C'est pas parce qu'ils sont adultes qu'il n'y a pas de timidité, surtout avec une langue étrangère. Ouais. Et aussi oser prononcer. Moi, je sais que maintenant, des fois mes enfants d'ailleurs se moquent très souvent de moi. Parce qu'en fait, dans ma manière de prononcer, je leur montre dans leur appareil phonatoire où aller chercher le son. Et c'est vrai qu'on a l'impression des fois de faire un peu des grimaces. Mais en fait, on voit très bien quand ils ont compris, et ils vont le chercher. C'est juste magnifique, mais il faut oser le faire. Je leur explique souvent que voilà, cette voyelle où on ouvre la bouche, et alors quand on fait un A, ou bien non, c'est un A, et ben, entre le A et le O, où il est plus fermé, il faut le montrer. Et si tu le fais vraiment, ça change. Ouais. Et c'est vrai que là aussi, les étrangers, suivant les cultures, ils n'osent pas. Mais là, effectivement, on doit les sortir de leur timidité. Les cultures et aussi les langues, parce que j'explique toujours aux miens qu'il y a des langues qui fonctionnent très bien si on n'ouvre pas la bouche. Exactement. Et ça ne marche pas pour le français. Donc, ça ne marche pas bien pour le français. Ou alors il faut faire un gros effort parce qu'il faut l'ouvrir à l'intérieur. Mais si on ouvre dedans, même si les lèvres ne bougent pas, mais c'est plus facile si on les ouvre. Donc justement, pour avoir assisté à certains de tes cours, je sais que tu as une dynamique de classe très, très forte. Est-ce que tu as des astuces pour enclencher cette dynamique? Ou c'est vraiment toute la manière de travailler? Je crois que être attentif au regard de chacun, c'est quelque chose de très important. De ne pas se dire je parle et puis je parle un peu sans... Toi, je peux te regarder sans te regarder. Ou bien je peux te regarder en te regardant vraiment, et puis les élèves en les regardant tous et en étant vraiment, en essayant de les capter, en essayant de les chercher. Et si on les regarde vraiment, plutôt que de regarder un ou de regarder dehors, si je vous parle comme ça ou bien si je vous parle comme ça, c'est pas du tout la même présence. Et moi je pense que ça c'est très important. Donc ça commence par la présence active du regard de l'enseignante. Oui, moi je pense que oui. Et aussi, je pense que je suis aussi quelqu'un qui a une autorité naturelle qui est assez forte. Mais je crois que c'est aussi ça.
Oui. C'est aussi cette présence. En fait, si on est présent avec les gens vont nous écouter. Et avec nos élèves, si on leur dit d'une certaine façon, en fait, tu peux pas faire autrement parce que je te le dis, vraiment, c'est comme ça. Et en fait, ça rentre vraiment parce que c'est pas seulement avec les paroles, mais c'est avec le regard, c'est avec le geste, c'est avec le corps en entier qui a une interaction. Oui, il y a tout un aspect de communication non verbale qui est Exactement, important. qui est La posture de important. l'enseignant, ne serait-ce qu'en dehors de l'aspect vocal. Absolument, ouais. C'est comme ça, c'est le mot, posture. C'est le vrai mot. La présence, ça me parle. Je pense que de nos jours, c'est une vraie question parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles les gens ne sont pas présents. Effectivement. Ouais. Mais il y a aussi des cultures où tu ne peux pas trop regarder les gens. Oui. Et ça, c'est aussi important. Et les élèves, ils doivent s'habituer à ce que vraiment, parce qu'il y en a qui baissent les yeux. Et il y en a qui ont... C'est aussi au départ, je pense qu'il faut être aussi attentif à qui on parle et leur montrer qu'en fait, on ne va pas les agresser parce qu'on leur parle et qu'on les regarde. J'ai eu le cas j'ai fait du scrap pendant longtemps et j'ai fait des championnats du monde francophones, mais il y avait des gens de toute la francophonie et il y avait effectivement certaines cultures où l'enfant, j'encadrais des jeunes, donc il y avait des jeunes enfants et ils baissaient les yeux parce qu'un adulte leur parlait. Donc c'est vrai que c'était difficile de rentrer déjà en communication. On parlait pourtant la même langue, le français, mais on avait de la peine à rentrer en communication parce que culturellement, eux ils s'effaçaient, puis moi je venais vraiment recueillir sincèrement leur avis. Et donc c'est vrai que c'était difficile pour ça. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire par là. Du coup, toi, tu es plutôt pour un travail actif, corporel dans l'espace. Est-ce qu'il y a quand même des tâches qu'il faut faire de manière plus tranquille, assise? Alors, oui, il y a vraiment des moments... dans la classe, ils ont quand même tous un bureau, où des moments ils vont sur leur bureau et on a un travail qui est plus personnel, parce qu'effectivement, bien sûr que la création par exemple, je vais prendre un exemple dans les typiquement les règles de grammaire, quand ils sont déjà bien dans le français et puis qu'on on a observé la langue. Alors, je me rappelle que quand j'étais en début d'enseignement, parce qu'avant de faire de la classe d'accueil, j'ai eu des classes ordinaires et je travaillais un petit peu différemment. Et effectivement, les règles de grammaire, on les lisait, puis après, on allait les appliquer. Eh bien, avec mes élèves de classe d'accueil, je ne faisais pas du tout comme ça. Je ne faisais plus du tout comme ça à la fin. Donc, on observait la langue, on voyait des choses, on voyait des régularités, et on crée la règle. C'était à quelques mots près la même, mais c'était avec leurs mots. Donc, une fois qu'on a travaillé ça, qu'on a cette règle qui nous parle, puisque c'est notre vocabulaire, eh bien, des fois, il y avait des exercices où notamment, ils étaient tout seuls, où ils essayaient d'appliquer. Et ça, c'est ces petits moments-là où l'enfant, il peut être seul et qui doit voir s'il s'en sort avec ça. Aussi, quand il doit écrire quelque chose, ou bien, il y avait des petits moments, effectivement, où c'est bien aussi de les mettre seuls face à eux, parce que c'est quand même dans la vraie vie, ils sont beaucoup tout seuls. Et c'est ça qu'on attend. Ouais, je pense aussi c'est ça que tu voulais comme... c'est la question que tu m'avais posée, c'est ça? Oui, tout à fait. Pourquoi la couleur facilite l'apprentissage de l'orthographe, à ton avis? Parce que je sais que j'ai entendu que tes élèves des classes d'accueil, quand ils revenaient dans les classes régulières, qu'ils étaient très forts. Oui, en orthographe. Ils sont souvent meilleurs que d'autres. Alors, je ne vais pas dire que c'est parce que c'est en couleur qu'ils sont meilleurs, mais c'est que l'outil couleur les a aidés à comprendre. Au départ, on écoute, on dit tel son, c'est telle couleur. Ensuite, telle couleur, tel son, elle a différentes façons de s'écrire. Et puis ces fameuses lettres muettes du français ou lettres compliquées elles sont englobées dedans. Et tout ça, ça permet de le lire
mais de lire d'une seule couleur. Parce que moi, j'ai utilisé plusieurs livres que j'ai réécrits en couleur. Des petits livres qu'ils avaient dans l'école. Et puis après, on enlevait la couleur et on voyait. Et aussi pour l'orthographe, en fait, ils savent que tout ça, ça englobe le temps. Hein. Et au début, ils vont me dire le temps, ça ne veut rien dire. Et eux, en fait, cette globalité ne fait plus peur. En fait, ça fait peur de voir, quand vous voyez tout ce qui est écrit là, ça paraît énorme. Ben, en fait, pas tant que ça. Ça démystifie ce côté compliqué. Et en fait, voilà, ils ont aussi, quand ils recherchent, t'entends quoi? Qu'est-ce que t'entends? Ok, t'entends ce son-là. Eh bien, comment ça va pouvoir s'écrire? Il n'y a pas 15 000 possibilités. Mais ça permet, si on veut tout d'un coup aller chercher un dictionnaire, on sait où il faut aller chercher. Plutôt que même par exemple pour le mot femme, ben, tu peux même aller chercher sous le E. Parce que oui, des fois le A, il peut dire, si vraiment tu ne trouves pas sous le A, mais tu vois que ça peut être E. Tout à fait. Et ça, c'est... Ouais, je pense qu'ils deviennent très bons. Ils deviennent très... Parce qu'en fait, ils ont l'habitude de chercher. Ils ont l'habitude de faire... Ah ouais, j'entends ça, je vais là. On leur donne, je leur donne cette manière d'être réactif. Il y a une forme d'agilité, de justement dire, ok, si ça ne marche pas dans cette situation, j'essaie une autre, et puis je vais trouver... Et ils créent. Et en fait, avec ça, bon là, au début, on a celui-là. Et en fait, à force de le remplir, avec les mots qu'ils connaissent, ça, c'est un truc magique. Oui. Parce qu'en fait, ils voient que, ah oui, bah, ça peut être tout simple, mais ça peut être aussi... Et la conjugaison là-dedans, ils voient des tas de trucs. Et ça, je trouve que ouais, ça les aide beaucoup. Ouais, ça les aide à construire le savoir, à acquérir les connaissances progressivement, sans forcément se faire déborder par l'ensemble des graphèmes, et puis de progressivement aller vers l'écrit. Alors, c'est pas la couleur qui les aide à être meilleurs, mais c'est parce qu'on a utilisé la couleur pour créer, pour construire, que ça les a... Ouais, c'est un support temporaire. Ouais. Et c'est à quel moment que les couleurs peuvent ou doivent disparaître? Alors, personnellement, en classe d'accueil, jamais. Je les utilise tout le temps. Tout le temps. Alors, avec mes élèves en appui aussi. Aujourd'hui, j'ai des élèves en difficulté, donc des élèves qui sont de l'école primaire, qui viennent chez moi pour prendre, parce qu'ils ont de la... Alors souvent, c'est parce qu'ils ont du dada, qui sont dyslexiques, très souvent, c'est ça. Et je repars presque toujours avec les couleurs. Et puis, quand ils sont dans certaines difficultés, où effectivement, leurs exercices et tout ça, on n'est plus dans la couleur, mais tout d'un coup, je leur reviens. Tu vois, ça c'est quoi? Ça c'est quels sons? Et souvent, très souvent, je reviens là. Ça permet de raccrocher de temps en temps, d'expliquer quelque chose. Parce qu'ils ont cette base-là. Et puis, même s'ils l'ont pas, je leur donne. Et puis, dès qu'ils arrivent chez moi, je repars toujours. Je dis, ben voilà, tout ça, c'est le français. Et puis, voilà, ça, c'est les sons. Les consonnes, c'est moins important. Et même, je veux dire, dans mon panneau, je mets la pastille avec la lettre principale. Pour le F, bon, je ne vais pas mettre le PH, mais je vais mettre le PH, mais je vais mettre le F. Donc, ils voient directement lequel c'est, parce que ça me paraît... c'est un rappel, c'est moins important que là où c'est beaucoup plus difficile dans la voyelle. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais la difficulté, elle est beaucoup plus souvent dans la voyelle. Les finales de la conjugaison. Je t'aime avec un E, tu aimes avec un ES. Alors là, effectivement, le il va être MES, mais autrement, à part la finale de la conjugaison, la consonne est moins problématique que la voyelle. Ouais, j'ai aussi déjà fait comme ça avec les adultes. S'ils sont plus avancés, on commence sur tous les voyelles. Après, j'affiche assez vite le système complet. Comme ça, c'est un rappel. Si j'ai pas besoin d'apprendre toutes les couleurs. Mais je savais pas que tu faisais comme ça avec les consonnes, avec les enfants aussi. Parce qu'ils savent lire déjà. Et puis parce que justement, quand tu m'as demandé quand ils viennent, est-ce que tu es tout dans la couleur? Alors voilà, quand je dois leur redonner, parce qu'ils n'ont pas été formés avec ça, alors là, je leur dis, ben voilà, là, c'est les consonnes, et puis voilà, ça veut dire ça. Et puis là, dans les voyelles, je ne leur donne pas.
parce que c'est trop... ça fausse. Oui, tu t'es emparé de l'outil, puis tu le réadaptes justement pour pouvoir Oui, t'en ouais, servir ouais. comme toi ça te convient par rapport à Mais c'est vrai ta qu'on manière on d'enseigner. va souvent on retourne souvent dedans. Et aussi, c'est un autre rythme, parce qu'ils viennent combien de fois par semaine? Une fois par Ouais, semaine? alors j'en ai plus un seul qui vient 2 fois, mais autrement ils Mhm. viennent qu'une fois. Voilà. C'est peu. Bien sûr, c'est pas Ouais. du tout pareil, hein, c'est Oui, de tout à l'appui. fait. Ouais. Mhm. Alors, c'est aussi une question de moyens pour les parents, parce que voilà, c'est des cours privés, donc c'est aussi... voilà, on ne peut pas en donner autant que ça, on ne peut pas se permettre d'en donner. Mais j'en ai plusieurs qui ont... j'en ai eu 3, là j'en ai une troisième qui prend 2 fois par semaine. Quand vraiment ils ont de la difficulté, ils viennent plusieurs fois. Ok, je propose qu'on fasse les questions flash. Mais oui. Alors, je te propose des questions flash, donc de répondre l'une ou l'autre des possibilités. Je vais faire la première. Talent ou assiduité? Talent, Erreur ou perfection? perfection, Vite ou lentement? vite. Ne pas finir les devoirs et aller dormir ou rester jusqu'à tard dans la nuit pour les finir? Rester jusqu'à tard dans la nuit pour les finir. Mais alors, peut-être, c'est moi. C'est ton opinion. On sait C'est- pas. Mais on parle d'élèves ou de moi? De toi, De moi. de tes De moi. élèves. Ok. Qu'est-ce qui te parle le plus et quitte à justement l'expliquer pourquoi? Bien se préparer ou improviser? Je suis vraiment dans les deux. En tout cas, c'est le sentiment que tu dégages. Tu as préparé un petit peu cet entretien. Ouais, je donc suis vraiment on dans sent les que deux. tu es bien préparé, puis en même temps, tu réponds très spontanément à nos questions. Donc on sent qu'effectivement, pour les deux, rester ferme ou changer d'avis? Alors, c'est vraiment... Alors, rester ferme, Oui. mais pas bloqué. Parce que changer d'avis, ça veut dire ne pas être borné. Mhm. Merci. Redoubler ou avancer malgré les problèmes? Avancer, malgré les problèmes. Parce que les problèmes, ils peuvent se régler au fur et à mesure. Parfois, on doit prendre plus de temps. Mais moi, je pense qu'avancer, c'est bien. Jeu libre ou casse-tête? Jeu libre. Poésie ou prose? Ou théâtre? Théâtre. Mais la prose. La prose. Écouter une histoire ou raconter une histoire? Vraiment ça dépend vraiment des moments. Écouter une histoire, c'est extrêmement important. Et raconter une histoire, c'est extrêmement important pour l'expression. Moi, je fais vraiment les deux. Bien. Apprentissage individuel ou apprentissage en groupe? Alors, apprentissage en groupe et perfectionnement individuel. Ah, intéressant. Jouer dans un spectacle ou regarder un spectacle? On joue dans un spectacle. Musique classique ou un autre genre musical? Alors, j'aime beaucoup la musique classique, mais bien sûr que j'aime beaucoup d'autres musiques pour la danse. Plus difficile d'être adulte ou d'être enfant? Pour moi, plus difficile d'être enfant. Quand l'enfant est en 2P, on peut déjà s'imaginer la suite de sa scolarité ou pas du tout? Pas du tout. Aller se promener dehors ou rester lire dedans? Aller se promener dehors. Écrire à la main ou taper à l'ordinateur? Écrire à la main. Livre électronique ou livre papier? Maintenant, je fais les deux, mais j'aime bien le livre électronique. Enseigner, c'est guider ou c'est suivre? C'est suivre. Et c'est les suivre, mais les guider parce qu'on sait où on doit aller. Faire découvrir ou laisser découvrir?
c'est la même chose. C'est laisser découvrir, mais il faut les enrichir. Écoutez attentivement en restant immobile ou en bougeant. Moi, je bouge tout le temps. Et puis apprendre par la maîtresse ou par les pairs. Par les pairs. Par rapport aux relations parents-école, moi par exemple quand mon aîné est allé à l'école, c'était un moment assez fort et chaque année quand je vois les mamans devant l'école au début de l'année, je vois que c'est un moment très fort quand Bien l'enfant sûr. s'éloigne. Toi, comment tu as vécu ça avec tes 4 enfants? Quand tu les voyais s'éloigner de toi. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais en même temps qu'eux. Donc, c'est un peu faussé. C'est un peu faussé. Parce qu'en fait, ils rentraient dans mon milieu. Je me réjouissais qu'une chose, c'est qu'ils viennent dans ce milieu-là. Donc, en même temps, bien sûr qu'il y a cette angoisse, parce qu'en fait, ils ne nous appartiennent plus. On n'est plus tout seul. Et quand justement ma petite dernière me disait, mais la maîtresse, elle a dit, ma maîtresse, elle fait comme ça. Non, je crois pas qu'elle fait comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait, mais je suis pas sûre que tu aies bien compris ce qu'elle fait. C'est aussi aujourd'hui, mais des élèves qui me disent, je dis non, mais pareil, ça, j'ai eu il y a pas très longtemps un élève qui me dit, je dis non, mais c'est pas comme ça, c'est ta lettre, moi je vais te montrer. Non, mais maman, elle me dira que c'est juste que c'est comme ça qu'il faut la faire. Parce que j'ai l'inverse. Hein. Maman, elle m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait la faire. J'écoute, oui, peut-être pour maman, mais pour l'école, tu dois la faire comme ça. C'est vrai qu'on a les deux. Ouais. Alors peut-être pour toi, c'était plus difficile quand tes enfants quittaient l'école? Dans ce cas-là. Parce que pour les autres parents, quand l'enfant rejoint l'école, c'est la séparation. Ouais. Pour toi, c'était l'inverse, en fait. Oui, puis mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont... Non. Parce qu'en fait, quand ils quittent l'école, c'est que... moi, j'ai eu la chance que chacun, ils ont quitté pour aller là où ils aiment. Voilà, ma petite dernière qui a quitté l'école parce qu'elle réussissait pas très bien à l'école. Elle est devenue pompier professionnel. Le moment où elle a eu ses examens, etc., elle a réussi mieux que jamais. Et pourtant, c'était des choses écrites. Mais elle me disait, oui, mais moi, j'aime ce que... En fait, elle a pu aller dans ce qu'elle aimait. Et c'est pour ça que je trouve très important, je rebondis sur la lecture. Si vous voulez que votre enfant aille dans la lecture, faites-lui envie avec la lecture. Montrez-lui l'importance. On raconte plein d'histoires. On parlait tout à l'heure de lire, tu avais dit créer ou lire, je sais pas comment tu as dit ça. Raconter. Voilà, ou écouter, raconter, allez-y, raconter. Pour qu'il ait envie de le faire, il faut qu'il puisse, qu'on lui donne l'ouverture de le faire. Pour les techniques de gestion de classe, est-ce que tu as déjà eu des classes ingérables ou des situations ingérables? Alors j'ai eu des situations très difficiles où effectivement on se dit mais... Alors c'était plus peut-être en début de carrière où parce que très vite du fait de ma présence très forte dans la classe, j'ai rarement eu des cas problématiques, mais j'en ai eu aussi. Et c'est vrai que j'en ai eu aussi quelques-unes. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça? Parce que j'imagine que ça peut angoisser les jeunes enseignantes. Ouais. On a à un petit moment donné règles strictes ou pas strictes. Moi, je pense que c'est très important de mettre des règles, de les donner aux enfants ou de les créer ensemble et ne jamais avoir peur. C'est ça que je donnais beaucoup comme conseil aux enseignants quand j'étais inspectrice, que du jour au lendemain, tu peux installer quelque chose de complètement différent. Jusqu'aujourd'hui, on a fait comme ça. À partir de demain, on change. C'est comme ça. Et tu tiens. C'est ça qui est important. Mais c'est comme quand on est parent. Quand on dit quelque chose, se tenir à ce qu'on a dit. Et des fois, c'est aussi difficile pour nous. Parce que je tiens ça,
J'ai demandé, par exemple, je sais pas, de faire en silence. Je n'accepte pas une seule parole. C'est pas un petit peu puis un petit peu, parce qu'après le bruit, il s'installe. Alors moi, j'ai la chance, c'est que j'ai de la peine à travailler avec le bruit. Donc, je ne laissais pas installer le bruit dans ma classe, parce que je ne le supportais pas. Je leur disais, ben voilà, on s'arrête. Moi, je ne peux plus travailler là. Donc, moi, je ne peux pas travailler dans le bruit. Donc, mais c'est très important d'être ferme avec les choses qu'on a dit et de mettre des règles. Il n'y a pas qu'elles sont 15 000. Il n'y a pas besoin qu'elles soient énormes, mais aussi de leur donner des habitudes. Voilà. On arrive en classe, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donner, ben voilà, je range mes affaires, je vide mon cartable, laisser un petit moment pour ça, je me mets en place, je prépare mes crayons, et voilà, maintenant je suis prête. Et je montre à la maîtresse que je suis prête. Et vraiment, moi j'avais mis des choses comme ça en classe. Et vraiment, bah, l'enfant qui est prêt, il est là. Okay, je suis prêt. Mais laissez le temps. Et puis, voilà ce que je fais le matin, j'arrive, je me mets en place, et je suis prête. Alors, à écouter l'enseignante ou à faire ce qu'elle va demander, parce qu'elle va peut-être nous demander d'aller en groupe, de faire du travail comme ça, mais mettre des choses en place. Et ça, je trouve, c'est le conseil que je pourrais donner. La fusion syllabique. Est-ce que tu arrives déjà à expliquer ce que c'est, comment tu travaillais? Parce que on sait pas ce que c'est. C'est assez mal décrit. J'ai cherché, j'ai creusé un peu le sujet. Il est assez peu... Il est décrit avec très peu de détails. Et pourtant, c'est ce qu'on fait énormément quand on commence la lecture-écriture. C'est incontournable. C'est marrant parce que, en fait, là, j'ai une élève pour laquelle c'est extrêmement difficile de lire. Elle a besoin, à chaque fois qu'elle voit une lettre, de faire « Ouh, elle dit quoi ?» Et moi, je lui dis « Mais tu sais, chaque lettre ou chaque son, enfin chaque chose que tu vois, elle te parle. Et elle parle en lien avec la prochaine. Donc, tu l'appuies sur l'autre et que ça parte, par exemple, du tricot. Bah, la première, tu vois, elle me dit, elle va souvent me dire, parce qu'elle doit être un peu dyslexique, elle va me dire le tir, elle va dire tir. Ouais. Et bah, la première, tu fais confiance à chaque lettre et tu lis ce qu'elle te dit. Et moi, c'est ce que moi, je pense, si j'ai bien compris de ce que ça voulait dire la fusion syllabique, parce que je ne suis pas non plus sûre, tu me prends comme ça un peu à point, mais je pense que c'est ça. C'est vraiment donner à chaque lettre ce qu'elle te dit, écouter la lettre. La regarder et la lettre, elle te parle. La lettre, tu la regardes, elle te dit quelque chose. Et ben, tu répètes juste ce qu'elle te dit. Et puis, tu les appuies les unes sur les autres. Et c'est ce fameux qu'est-ce qui fait que c'est une syllabe, de voir si elle va se marier avec la prochaine. Par exemple, le train, voilà, il y a le A, bah, il se marie avec le I, encore le N, puis là je vois que ça fait 1. Mais par exemple, je traîne, hein, le A il va se marier avec le I, oups, mais le N il va se marier avec le E. Alors, je traîne. Et ça, c'est une vision, c'est un peu on leur demande de faire un peu de la visualisation. Ouais, de la vision dans l'espace. Mais je cherchais je ne sais plus comment ça s'appelle, quand j'étais au collège, il y avait quelque chose qui faisait que moi j'avais la GD, la géométrie descriptive. On était dans un truc complètement... en fait, il faut voir dans l'espace. Et là, bah, c'est ça. En fait, il faut voir que... Il y a certaines fois, ça va tout seul. Et puis, il faut voir les mariages. Moi, j'appelle ça les mariages des lettres. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Oui, non, tout à fait. Tu dis que tu n'es pas sûre de pouvoir expliquer, mais tu donnes tout de suite une image technique, tout de suite. Donc, je pense que tu as très bien compris. Moi, je pense que tu es Enfin, je sais pas. Je pense que tu es une personne très courageuse parce que tu es dyslexique. T'aimes pas le bruit et tu vas quand même enseigner le français, tu vas travailler avec les enfants. Est-ce que t'aimes bien les difficultés ou Oui. Donc t'aimes bien les affronter. Oui. Je pense que ça explique. Oui. J'aime. Je m'ennuie si je fais rien. Je m'ennuie donc, si tu cherches des défis. Ouais, je cherche des défis tout le temps. Ouais. Puis moi je rebondirais aussi sur la créativité. On sait que tu as beaucoup travaillé sur créer de nouvelles choses à partir de Phonocolor. Ouais. Tu t'es vraiment emparé de cet outil pour créer de nouvelles choses, et je pense qu'aussi cette créativité
Et t'as aidé en tout cas à développer, je sais pas ce que tu penses, ce que t'en Oui, penses. toi, dans la par rapport à classe, j'ai toujours créé beaucoup de jeux. ça. Chaque fois, par exemple, qu'on abordait un nouveau vocabulaire, un nouveau thème, parce que moi j'ai beaucoup abordé le vocabulaire par des thèmes, on créait chaque fois des jeux, minimum 3. Souvent on créait un jeu de famille, on créait Des comment on bols, appelle, non. non, celui-là. Des harmonies. Les jeux d'harmonie, mais le domino, sauf qu'on Ouais. avait, on faisait des times up, on a toujours j'ai toujours beaucoup, c'est eux qui le créent. Et chaque fois qu'on avait un nouveau vocabulaire, souvent je leur faisais dessiner. Ils dessinaient le mot à leur façon, ou dessinaient la phrase ou l'expression, et on mettait l'expression avec. Ils ont beaucoup créé tout ça pour avoir les cartes, et ils jouaient dans la classe, ils allaient dessus pour les travailler. Donc les élèves créent aussi, participaient à la Ah, création. ils créent, ils créent les jeux, comme ça, c'est eux ils qui les étaient- créent. Ils étaient impliqués dans le processus. Oui, absolument. Et puis peut-être la dernière question sur la formation des enseignantes, des formatrices. Tu as dit que c'était le domaine qui t'a vraiment beaucoup inspiré, que tu as beaucoup aimé faire ça. Oui. Raconte un peu sur cette expérience. Alors ça, c'est quelque chose, en fait, qui a bonifié ma fin de carrière. Ouais. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, que j'ai vraiment digéré. Et une fois qu'on a bien digéré quelque chose, on arrive à le faire passer. Et je l'ai tellement intégré que j'avais envie de le faire passer aux autres, parce que j'aimerais que ces choses-là, elles puissent continuer. J'aimerais que ça ne s'efface jamais, parce que c'est quelque chose qui me paraît tellement important. Cette façon de travailler, que j'aimerais pouvoir la donner partout, que ça puisse être connu. Et donc c'est pour ça que c'est important de le donner aux adultes et aux enseignants, pour qu'effectivement ils puissent le Porter plus loin. Ouais, porter plus loin. Perpétrer. Bon, voilà. Perpétuer. Merci beaucoup. On arrive gentiment Voilà. au terme de cette discussion. En tout cas, merci beaucoup Merci à vous. de la part de Motif d'être venu, d'avoir accepté pour cette première édition de ce podcast, ce premier épisode. On est très content de t'avoir reçu, parce que tu es une actrice historique du projet Phonocolor depuis déjà un certain temps. Et on te remercie vraiment pour toute l'expérience que tu as amenée au projet, aux différents éléments durant tout ce temps-là. D'ailleurs, je suis arrivé largement après toi dans ce projet Phonocolor, donc c'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance. Merci. Allez, déjà au moment où je suis rentré dans le projet, et encore plus aujourd'hui après le retour d'expérience que tu nous as fait. Voilà, merci. Beaucoup. Merci. Merci bien.